L'idée d'aujourd'hui, c'est de vous présenter le cap PME-PMI. Donc c'est le troisième webinaire des 5 qui ont été prévus sur les nouveaux dispositifs CAP. Très rapidement, on va rebalayer le nouveau cadre d'intervention, dans quel contexte c'est fait, mais on ne va pas s'apesantir là-dessus parce que ça a été l'objet du premier webinaire. Après, on va vous présenter le cap PME-PMI avec plus de détails. Et puis effectivement, à la fin, c'est d'avoir un temps d'échange sur les questions que vous pouvez vous poser sur le sujet. Donc très rapidement, le cap PME-PMI, il débouche du nouveau schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internalisation, sur lequel on a fait en sorte d'obéir à quelques grands principes qui nous ont été donnés, donc l'harmonisation des critères d'éligibilité, la limitation des cadres d'intervention, le déploiement d'une offre de service ciblée en fonction de la réalité des entreprises et la dématérialisation du processus. L'idée derrière, c'est effectivement le mot qu'on utilise assez régulièrement, mais la simplification et l'harmonisation pour que ça soit plus lisible de tous. Donc aujourd'hui, concrètement, ça s'est traduit par 4 dispositifs CAP. Un dispositif CAP unique PME-PMI pour les entreprises plutôt industrielles et de production, un cap économie de proximité, donc ce qui vous a été présenté la semaine dernière, mardi par Sandra, et 2 caps dédiés, un cap transition écologique et transformation numérique, qui sont des objectifs et des priorités stratégiques de la région. Donc aujourd'hui, sur ces principes-là, le choix affirmé est assez clair au niveau de la région, c'est d'avoir 2 modalités d'intervention, soit de la subvention, soit de l'avance remboursable. Il n'y a plus de mix comme on a pu le faire jusqu'à présent, avec une volonté affirmée d'aller sur de la subvention, sur les enjeux prioritaires de la stratégie régionale, donc à savoir les transitions écologiques et numériques, l'économie de proximité, garante de l'attractivité et de la vitalité de nos territoires, la R&D, et les projets fortement créateurs d'emplois ou de richesses sur le territoire. Donc là, nous ferons en subvention. Et sur les dispositifs plus de droit commun, dans une logique plus classique, on est sur de l'avance remboursable. Donc voilà, schématiquement, si on repositionne, on a une entrée qui est par l'activité de l'entreprise. Donc les entreprises dites du quotidien, donc on retrouve les activités alimentaires, commerce de première nécessité, où il y a le dispositif spécifique CAP, économie de proximité, avec accès au cap transition écologique et transformation numérique. La deuxième grande activité, les entreprises de production et de services, donc là où c'est le cap PME-PMI. Aujourd'hui, c'est vraiment notre clé d'entrée par rapport au dispositif. L'objectif qu'il y a derrière, c'est la relocalisation de l'activité en région centre, la diversification des activités pour les entreprises, la création et la reprise d'activité, l'innovation et l'augmentation de la capacité de production. C'est les 5 grands objectifs auxquels souhaite répondre le dispositif PME-PMI. Donc voilà, sur ce propos très rapide et d'introduction, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet là, avec Sophie pour reclarifier les bénéficiaires et les modalités d'intervention. Oui, merci Tudual. Je me présente, Sophie Coutelier, chargée de mission à la direction de l'économie. Donc ce dispositif CAP PME-PMI, il a voilà, des bénéficiaires spécifiques qui sont les entreprises de production industrielle et artisanale, les entreprises aussi de services aux entreprises, qui sont immatriculées au registre national des entreprises, qui regroupe les anciens RCS et RM. Les SIC et SCOP de ces activités-là aussi sont éligibles. À côté, il y a des exclusions au CAP PME-PMI, donc qui sont listées. Donc on a les entreprises individuelles, les micro-entreprises, les activités qui sont aussi exclues par les régimes européens qui flèchent, qui vont être fléchées. Et puis les entreprises en difficulté, notamment celles qui sont en procédure collective d'insolvabilité. En activité exclue, une des premières mentionnées, effectivement, c'est celles qui sont éligibles au fonds partenarial économie de proximité, donc qui ont un dispositif particulier. Les activités de service aux particuliers, sauf on le verra sur l'innovation, les négoces, les réseaux de franchise, voilà, vous avez toutes listées, la logistique, organismes de formation, professions libérales, activités financières, agences d'emploi, et puis les exploitations agricoles et activités de première transformation. Au niveau des critères d'éligibilité, on est sur des critères, on a des critères qui sont communs à l'ensemble des dispositifs CAP PME-PMI, c'est-à-dire c'est être à jour de ses obligations légales
fiscales, environnementales, sociales et réglementaires, ou avoir un plan d'apurement des dettes à jour. Présenter sur le projet à accompagner un plan de financement équilibré. S'engager sur le maintien des emplois sur la durée du programme accompagné. Et spécifiquement sur les entreprises de plus de 250 salariés, s'engager en faveur de la progression du dialogue social et de l'égalité homme-femme et à ne pas procéder à toute forme d'évasion fiscale. Donc ça, on est sur les entreprises de plus de 250 salariés. Enfin, on a un dernier critère qui est d'expliciter, dans le cas où il y aurait eu des mesures sociales prises dans les 12 derniers mois, expliciter le contexte et les conditions d'exécution de ces mesures sociales. Voilà pour les critères d'éligibilité. Les projets accompagnés du CAP PME-PMI sont de 4 sortes. Donc, il y a d'abord les projets de création et reprise traditionnels d'entreprise, y compris les reprises à la part du tribunal. Ensuite, on a les projets de développement. La création d'entreprises innovantes, donc là, on a tout un plan sur l'innovation qui est spécifique. Et puis, la R&D innovation. Donc, je vais vous détailler toutes les typologies d'accompagnement sur ces 4 thématiques. Donc, tout d'abord, le soutien à la création reprise d'entreprise, qui permet d'accompagner les entreprises avec des montants d'aide maximum jusqu'à 400 000 € en avance remboursable, c'est-à-dire un prêt à taux zéro qui contient un différé d'1 an, et l'aide après remboursée sur 5 années. L'accompagnement se fait sur une assiette donc de matériel immobilisable et amortissable. Pour la création, pour la reprise, je vois que ça s'est effacé, mais il y a un problème. On est pareil sur du matériel immobilisable amortissable réalisé dans les 12 premiers mois de l'activité et qui peut comprendre aussi les cessions de parts sociales. Donc, on est sur un programme d'investissement qui peut durer 12 mois, à compter soit de la création ou de la reprise. Le taux de l'aide, il est de 30% maximum de l'assiette. Comme critère spécifique, il faut donc un minimum de capital social et de compte courant bloqué qui soit de 10 000 €, en sachant que sur la création, on ne retiendra les comptes courants que dans la limite du capital social, ce qui ne sera pas le cas pour la reprise. Autre condition, il faut un prêt bancaire qui représente au moins 30% de cette assiette d'aide. Autre spécificité, la réception du dossier doit se faire dans les 6 mois de l'immatriculation ou de la reprise. Pour la reprise à la barre du tribunal, on est aussi sur une aide maximum de 400 000 € en avance remboursable. Mais l'assiette de l'aide sera un petit peu différente. On sera sur des investissements dans des actifs corporels ou une masse salariale établie sur 2 ans, des emplois repris. Et l'aide se calculera sur un montant maximum de 4 000 € par emploi repris en CDI et ETP. La réception du dossier se fera dans les 6 mois, suivant la date de l'entrée en jouissance précisée dans le jugement du plan de cession. Pour le soutien au développement, là, je vais redire la même chose. On est pareil sur des modalités d'avance remboursable, mais sur un prêt à taux zéro de maximum 400 000 €. Le taux de l'aide, c'est 30% maximum de l'assiette, avec des assiettes qui peuvent être diverses. On va être sur des investissements matériels, on va être sur du développement international, et puis il pourra aussi y avoir des investissements immobiliers pris en charge. Mais spécifiquement avec des précisions sur l'immobilier qui seront, ce n'est pas écrit ici, mais je le rajouterai dans la présentation, qui seront sur des constructions, des projets d'acquisition, d'extension de bâtiments dédiés principalement à une activité de production. Et la région accompagnera particulièrement, prioritairement en tout cas, les réhabilitations de friches ou de bâtiments vacants. Conditions d'octroi, on a aussi une contrepartie bancaire sur ce dispositif qui doit représenter 30% minimum de l'aide. Le soutien aux entreprises innovantes. On va être sur des activités qui doivent s'inscrire prioritairement dans l'un des domaines de la spécialisation dans le SRI, à savoir l'ingénierie, métrologie environnementale, biotechnologie et services appliqués à la santé, conception de stockage de
énergie, technologie de l'efficacité énergétique, tickets services pour le tourisme patrimonial et les entreprises innovantes intégrant de l'e-commerce ou du développement de logiciels. Mais voilà, il faudra vraiment que le critère innovant soit avéré et justifié. Donc, dans cette branche innovation, on a tout d'abord l'aide spécifique à la création innovante, qu'on appelait Jeune Pousse, qui là va être sur un maximum de 200 000 €, toujours en avance remboursable à taux zéro, mais là avec un différé de 2 ans et plus 1 an. L'assiette de l'aide, donc on est sur un programme d'investissement qui peut être réalisé, qui peut être pris en compte sur 24 mois, donc en prenant en compte les investissements matériels et immatériels immobilisables amortissables. La durée de 24 mois se compte à partir de l'immatriculation de l'entreprise. Et l'entreprise pourra déposer son dossier dans les 18 mois de son immatriculation. On est aussi sur un accompagnement à 30% maximum des dépenses éligibles. En critères d'octroi, en contrepartie, on n'a pas de prêt bancaire. Par contre, voilà, on a un minimum de 10 000 € de capital et compte courant bloqués. En sachant que les comptes courants bloqués, on ne les prendra en compte que à hauteur du capital versé et libéré. Tudual, je te laisse la main sur la R&D. Ouais. Je vais poursuivre sur la partie innovation, deux dispositifs complémentaires qui s'inscrivent, enfin dispositifs de compléments, les aides à la R&D, recherche et développement, et l'aide à l'innovation qui sera la slide suivante. Donc sur l'aide à la R&D, c'est une des particularités, c'est ce que j'avais dit dans mon propos introductif, c'est que cette aide-là est sous forme de subvention et non en avance remboursable, avec un montant maximum de 400 000 €, qui est le principe commun à tous les dispositifs à la région. Un taux d'aide qui n'est pas formalisé, parce que sur la R&D, on peut, selon la taille de l'entreprise, contre une petite entreprise, une moyenne entreprise, une ETI, une grande entreprise, on a des taux qui sont différenciés. En fonction de la maturité de la R&D, le taux peut évoluer. Si c'est un projet collaboratif, le taux peut évoluer. C'est difficile de donner un taux. Pour illustrer, on sera entre 10% pour la grande entreprise jusqu'à 60% pour une PME qui fait un projet collaboratif. Voilà, l'étalon, il est là, donc c'était pour ça que c'était compliqué de vous en donner un précis. L'assiette de l'aide, rien de révolutionnaire, on applique la réglementation européenne, donc on retrouve les frais de personnel pour le projet de développement, l'amortissement des machines dédiées au programme de R&D, les éventuels consommables qui peuvent être utilisés dans le cadre d'essais et tout ce qui est équipement récupérable, et la partie sous-traitance à des laboratoires, à des cabinets, à d'autres entreprises dans le cadre du programme de R&D. Sur ces programmes-là, on peut être sur une période qui va de 12 à 36 mois, sachant que de faire de la R&D en moins d'1 an, on peut vraiment aussi se poser la question de si c'est vraiment de la R&D, s'il y avait des vrais leviers et des vrais verrous technologiques à lever. On a le cap, enfin l'aide à l'innovation, où on est pareil sur le montant max de 400 000 €. Là, on est bien en avance remboursable, donc à 0%, avec un taux de 30% max, à l'image des autres dispositifs. Donc, c'est le sens de l'harmonisation qu'on a voulu faire. Comme pour le Jeune Pousse innovante, on a mis un différé de 2 ans par rapport au produit. Sur les typologies de dépenses, on retrouvera les mêmes que sur de la R&D, sur lequel on va ajouter les premiers de série et puis des frais de commercialisation pour mettre en vente le produit ou le service associé. Durée de programme 12 à 36 mois de manière identique. Voilà ce qu'on peut dire sur la partie innovation. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'était le propos introductif et ce sera un peu notre propos conclusif sur cette présentation, c'est que la règle générale, ça reste de l'avance remboursable, plafond de 400 000 €, un taux d'intervention qui est de 30% max des dépenses éligibles, avec le paiement qui est commun en 2 fois et une limitation de capitaux propres et comptes courants bloqués. Les 2 exceptions sur le cas PME-PMI, c'est de la subvention, donc sur la R&D et sur les projets dits stratégiques. Les grandes règles bases, donc, limitation de capitaux propres et comptes courants, pas 2 cas PME-PMI en cours en même temps. Donc avant d'enclencher un deuxième cap, il faut que le premier soit soldé.
Alors quand on dit soldé, c'est pas l'aide remboursée, mais que le programme soit bien clôturé et qu'il n'y ait pas de difficulté dans le remboursement de l'aide le cas échéant. On ne cumule pas le cap PME-PMI avec un autre dispositif régional sur les mêmes assiettes de dépenses. Ça, c'est plutôt commun. Et tout ça se fait bien évidemment dans le respect de l'encadrement communautaire des aides. Comme vous le savez certainement, on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on intervient dans une entreprise. Donc, on s'attache effectivement à vérifier le taux qu'on peut faire sur nos dispositifs. Sur le mode opératoire, aujourd'hui, ça ne change pas par rapport à la pratique qui est aujourd'hui, c'est avoir un échange préalable, et ça c'est important, avec les collègues sur les territoires, dans les espaces régions, pour évoquer le projet de l'entreprise et voir ensemble quel est le meilleur soutien à apporter à l'entreprise. Derrière, ça permet d'enclencher la saisine. C'est pareil, document obligatoire pour respecter l'institutivité de l'aide publique et donc la réglementation européenne. Donc, c'est un document qui n'a aucune valeur d'engagement de la région d'accompagner le projet, ni d'ailleurs de l'entreprise de solliciter la région. Et voilà, ça permet à minima de prendre date et de pouvoir donner une date de démarrage du début de programme. Et quand on dit bien tout engagement de dépenses, on pense bien à un devis signé est un engagement de dépenses. Donc, c'est bien avant la signature des devis. À l'issue de cette saisine, en fonction des éléments et des échanges que vous aurez eus avec les collègues, pourra se faire le dépôt du dossier de demande, qui aujourd'hui, contrairement aux autres dispositifs, n'est pas encore 100% dématérialisé. C'est notre chantier là des semaines à venir, donc qui se fait toujours sur le format d'un échange sur des fichiers Word, PDF avant la plateforme Nos aides en ligne. Sur les points de contact, vous retrouvez la carte qui vous a été présentée. Donc, vous retrouvez vos interlocuteurs en espace région centre. Sur le cas PME, PMI, pour les citer très rapidement, ça va être Hélène Châtelier sur le 41, Sandrine et Florence. Florence Brunsil, c'est Sandrine Janvier sur le 37, Morgane Guilherme sur le 36, Isabelle Turpin sur le 18, Stéphane Cordier sur le 28 et Olivier Hortebis sur le 45. Donc ça, c'est bien vos interlocuteurs identifiés sur le cap PME-PMI. Effectivement, on n'en a pas parlé, mais il y a bien un pass VIE qui a été mis en place par la région. Donc, une question d'Hervé sur l'accompagnement sur des friches. Peut-on avoir des précisions? Et sur le cap innovation, n'est-il ouvert qu'aux PME? Pour ce qui est du cap innovation, n'est-il ouvert qu'aux PME? Prioritairement, c'est ce qu'on vise, les PME. Après, comme toujours, on regarde les projets un à un. Après, une non-PME sur de l'avance remboursable, avoir l'intérêt qu'elles peuvent y porter. Et sur l'innovation et la R&D de manière un peu générique, on n'en a pas parlé là, mais il y a les dispositifs France 2030 régionalisés. Et un des sujets, c'est effectivement de réorienter, qui sont ouverts aux ETI pour répondre à cette question-là. Et c'est toute notre mission, et c'est pour ça qu'on souhaite avoir ces échanges préalables aussi, c'est pour orienter l'entreprise vers le bon dispositif. Il y a une question sur les reprises à la barre de tribunal de Karine. Donc, 4 000 € emploi repris, c'est en avance remboursable ou en subvention? En avance remboursable. D'accord. Et la saisine se fera aussi en mode dématérialisé? Ou ça reste encore en mode papier? Tuduel y a répondu tout à l'heure. Il a dit que c'était le chantier de l'année, je crois. Des semaines. Oui, des semaines, allez. Excusez-moi, j'ai une question que j'ai posée, que vous avez posée, mais on n'a pas eu la réponse. Concernant les règlements des différents caps, à quel moment pourrons-nous en disposer? Ils sont disponibles, on pourra les communiquer. C'est public, donc il n'y a pas de difficulté effectivement à les communiquer. Dans l'historique des questions, dans l'historique des questions, il y avait la première, c'était pourquoi on refuse les entreprises individuelles?
Les micro-entreprises, je crois. Non, c'était les entreprises individuelles, mais hors micro, justement. Ah oui. Si je me rappelle bien. En fait, là, on est sur des projets qui sont avec des limitations de capitaux propres. Et voilà, l'entreprise individuelle ne dispose pas de capital social. En plus, on est sur des projets qui sont quand même conséquents en termes de montant. On peut monter jusqu'à 400 000 euros. À un moment donné, l'entreprise individuelle est plus orientée sur des plus petits volumes, on va dire. Les deux logiques, en tout cas, qui ont amené à cela. Et après, dans la pratique, mais vous allez certainement trouver un contre-exemple. Je pense que les entreprises individuelles, déjà, ne peuvent plus être la majorité des entreprises qui se créent. Je pense que la forme sociétaire est de plus en plus répandue, mais peut-être que vous allez me contredire. Que par ailleurs, sur les entreprises qui sont plutôt entreprises individuelles, à 95%, elles relèveraient plus du cap économie de proximité sur lequel elles ne sont pas inéligibles. Donc, a priori, voilà, on aura peut-être un ou deux contre-exemples que vous nous soumettrez, mais je ne pense pas que ce soit un point très bloquant pour accompagner les entreprises de la région. Désolé, tu gueules, hein, mais je ne vais pas t'apprendre que dans l'artisanat, on a un certain nombre d'entreprises qui sont en nom propre. Oui, mais quelle entreprise fait ça en régime micro et qui relève d'une activité prod. Alors, lesquelles Est-ce que aujourd'hui, ça a été un gros point de blocage sur les dispositifs actuels? Je dis que j'en étais sûr que tu pourrais me trouver des contre-exemples, hein, Stéphane. Je peux t'en trouver un certain nombre, oui. Si tu me laisses 30 minutes, je sors une liste complète, hein, rien que pour le Loiret. Il n'y a pas de souci. Non, mais enfin. Après, je pose la question pour la forme, parce que le règlement est voté ainsi, donc c'est pas toi ni moi qui allons le changer. Mais n'empêche que ça me paraît anormal de les exclure du fait de leur statut. On exclut les micros, dont acte. On exclut les entreprises individuelles par rapport aux sociétés, je trouve pas ça logique. Voilà. Moi, j'avais une question. Une entreprise qui est commerce de gros sur le papier, mais qui se diversifie. Là, qui va investir, par exemple, sur une ligne de tri et ajouter dans sa chaîne de valeur de la qualité et de la garantie sur des produits. Est-ce que ça peut être éligible sur l'invest, même s'il reste commerce de gros sur le papier? Ou est-ce qu'on va leur demander de changer de code neuf, éventuellement? Non, après, on ne se fixe pas que sur le code APE, on va réellement voir l'activité réalisée. Et c'est là-dessus, en fait. Les friches, est-ce que c'est donc les dossiers entreprises? Est-ce que ça peut être je pense qu'en effet, c'est plutôt une entreprise qui porte une friche. Est-ce que ça peut être uniquement un dossier friche? Et concrètement, est-ce qu'on est sur des taux d'avance remboursables? Est-ce que c'est de la pollution, de la remise en état? Quelle est un petit peu l'idée qui prédomine justement sur l'éligibilité d'un tel dossier? Alors là, j'aimerais bien qu'Elisabeth soit là pour répondre exactement à cette thématique. Parce que voilà, c'est quelque chose qui peut un petit peu évoluer par rapport à ce qu'on faisait aujourd'hui. Mais voilà, c'est un accompagnement qui sera prioritairement sur ces friches. Après, ça se fait dans un accompagnement aussi qui peut être global au niveau du développement. Donc, en termes de dépenses éligibles sur, en tout cas, cette partie immobilier, on est sur des études, sur du dallage, sur du terrassement. Voilà, après, la friche, qu'est-ce qu'il y aura exactement? Là, il faudrait un exemple plus précis pour te répondre, Hervé. J'ai pas. En tout cas, voilà, en termes d'accompagnement, là, on est sur de l'avance et donc du prêt à taux zéro. Pas mal de questions sur le pass VIE. Quel est son montant? Est-ce que les entreprises agricoles ou de distribution de vin peuvent y avoir accès également? Il n'y a pas la présentation aujourd'hui du pass VIE, donc je n'aurai pas les données à vous indiquer là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des collègues qui ont la réponse. On n'a pas le montant. Par contre, généralement, l'agricole, par la définition des entreprises éligibles ou non, serait exclue. Voilà. Encore que le cap VIE, je crois, est un règlement à part quand même. Donc,
Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'avais un souci. C'est la plus à même Oui, pour répondre. pour répondre globalement là, aux quelques questions là, que je vois passer dans le chat concernant le pass VIE. Alors, le pass VIE, c'est un dispositif spécifique qui est décorrélé du CAP PME-PMI. C'est une intervention donc très particulière de la région qui a vocation justement à intervenir sur le recrutement donc, de jeunes qui ont une mission de développement à l'international. Et donc aujourd'hui, il y a bien un règlement PASS VIE qui a été approuvé très récemment et donc sur lequel il va y avoir une fiche de communication où la communication va se lancer. L'intervention se fera sous la forme d'un forfait en subvention à hauteur de 5 000 € au démarrage de la mission. Voilà, globalement, c'est un peu les contours du PASS VIE, avec des critères d'éligibilité qui sont relativement simples, tels que être à jour de ses obligations fiscales, sociales, avoir des capitaux propres positifs. Voilà, donc j'ai repéré dans le chat les interlocuteurs qui avaient une interrogation sur le PASS VIE. Pour certains, je leur ai répondu, mais voilà, je n'ai pas encore eu le temps de lire, entre guillemets, tous les messages. Dans le chat, il y a une question de Julie Beuvas. Julie, si tu es avec nous, est-ce que tu pourras toi-même poser cette question-là? Parce que je pense qu'il y aura d'autres questions de ce type-là auprès des collectivités. Julie, est-ce que tu es avec nous? Bon, je vais le lire. Vous dites que les activités éligibles au fonds de proximité ne sont pas éligibles au CAP PME-PMI, mais dans la mesure où chaque EPCI a défini son propre règlement, comment allez-vous faire? Un EPCI peut avoir choisi des priorités et pas une autre. Enfin, pas d'autres. Je ne sais pas si les collègues veulent répondre, mais là, en fait, on mélange le CAP proximité et le CAP PMI. Le CAP proximité est un règlement à part dans lequel il y a une interaction avec le PCI. Le CAP PME-PMI est une aide purement régionale définie uniquement par la région. Voilà. Merci Morgane, parce que c'est vrai qu'on a eu aussi pas mal de questions sur les différentes interventions possibles des EPCI versus ces régions. Donc, ce n'était pas très clair encore. Enfin, par rapport aux collectivités. Y a-t-il un montant minimal à définir pour une avance remboursable pour un projet export, s'il vous plaît? Oui, donc pour répondre à cette question, en fait, notre intervention est de 30%, donc en avance remboursable avec un minimum de 10 000 € d'aide. Donc voilà, ce qui sous-entend effectivement un minimum de budget prévisionnel. Très bien. Laurence, tu as une question? Tu as la main levée depuis tout à l'heure? Oui, bonjour. J'avais deux petites questions sur la notion de friche. Effectivement, vous demandiez des exemples. Est-ce qu'il y a une option, un terrain bâti sur lequel le bâti est vacant depuis quelques années? Est-ce que ça rentre dans la définition de comment vous définissez la friche, pardon? Peut-être que vous l'avez précisé, mais il y a beaucoup d'informations, donc je reviens dessus. Et ma deuxième question, elle est très simple. Sur le site de la région, il y a une rubrique aide régionale qui est très bien faite. Venant d'arriver, je m'en inspire beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, elle n'est plus à jour. Quand est-ce que les nouveaux caps seront mis en ligne sur ce... Est-ce que cette rubrique régionale va rester? Est-ce que du coup, on aura la présentation des nouveaux dispositifs en ligne et dans quelle échéance? Le site internet, ça va être mis à jour prochainement. Je n'ai pas de délai à vous dire. Mais voilà, c'est quelque chose qui va être fait. Après, moi, sur les friches, je ne pourrais pas vous répondre précisément. Je ne sais pas si d'autres peuvent répondre à cela. Moi, ce n'est pas ma spécialité. Après, nous, on peut aussi noter les questions. On va vous transmettre à vos équipes et puis éventuellement, vous pourrez répondre par la suite. Et puis nous, on pourrait remettre ces questions-là sur l'extranet aussi, associées à ce webinaire. Sabrina, tu as d'autres questions?
Là, je crois qu'on a à peu près tout balayé dans les questions qui ont été posées dans le chat, mais je vois que Laurence et Florence ont leurs mains levées. Je la baisse. Et Florence? Oui, moi, c'était peut-être pour répondre à la question d'avant. De toute façon, on garde les mêmes habitudes de travail que l'on a depuis pas mal de temps. C'est-à-dire que pour tout projet, il ne faut pas hésiter à nous soumettre une demande et puis on travaillera sur des propositions comme on le fait d'habitude. Et pour les friches, faut bien garder à l'esprit que c'est de toute façon des caractères exceptionnels d'intervention qu'on fera sur l'immobilier. Hein. C'est plus comme avant. Et donc là, c'est pareil, on regardera projet par projet et il faudra que le territoire motive en quoi c'est une friche. Et puis, nous, on soumettra effectivement ces projets pour qu'il y ait un accompagnement. Et en quoi la rénovation de cette friche peut avoir un intérêt au niveau régional stratégique?